Nous ne sommes plus vos babysitters, a dit ma mère quand j'ai déposé ma fille. Alors, je leur ai coupé les vivres, j'ai annulé leur assurance loyer et je les ai laissés se débrouiller pendant que j'emmenais mon enfant en vacances. J'ai fourré précipitamment le dinosaure violet chéri de Catherine dans son sac de nuit, coinçant mon téléphone entre mon épaule et mon oreille. Maman, je ne peux pas te dire à quel point je suis reconnaissante. Cette présentation est cruciale pour ma carrière. Je parcours ma liste de contrôles, pyjama, brosse à dents, doudou, vêtements de rechange, peluche. La quantité d'essentiel pour une seule nuit semble excessive. Roger entre dans la chambre de Catherine en tapotant sa montre. Samantha, nous devons partir. La circulation est déjà dense. Je hoche la tête, articulant, une seconde, alors que la voix de ma mère grésille dans le haut-parleur. Bien sûr, Samantha. La famille passe toujours en premier. Tu le sais. Il y a quelque chose dans sa voix que je n'arrive pas tout à fait à déchiffrer, mais je l'ignore. Après 6 ans d'aide financière, une soirée de babysitting ne semble pas déraisonnable. Nous serons là dans 20 minutes, dis-je en raccrochant. Roger, un sac allongé en bandoulière, demande, tout est réglé. Absolument, je réponds, en soulevant notre tout petit endormi. Sa chaleur contre moi calme mes nerfs. Maman aidera, elle le fait toujours quand ça compte vraiment. Le trajet vers la maison de mes parents suscite un mélange familier d'espoir et de doute. La lumière du soleil filtre à travers les chênes alors que Roger se gare. Un regard dans le miroir sur le visage paisible de Catherine me rappelle pourquoi ce soir est important. La promotion signifie une meilleure scolarité, un véritable fonds pour l'université et une réelle sécurité. Roger me serre la main. Tu es prête? Je hoche la tête, détachant Catherine pendant qu'il attrape son sac. À notre approche, ma mère ouvre la porte, son sourire s'effaçant lorsqu'elle voit le sac de sport rose de Catherine. Qu'est-ce que c'est? Sa voix devient froide. La confusion me serre la poitrine. Maman, les affaires de Catherine. Ma présentation. Elle croise les bras. Samantha, nous ne sommes pas des babysitters. Nous avons élevé nos enfants. Les mots frappent comme une gifle. Catherine bouge dans mes bras. Roger s'arrête à côté de moi, le sac pendant à sa main. Mais nous en avons discuté, dis-je. J'ai dit qu'on en parlerait, pas qu'on serait d'accord. Des rires résonnent de l'intérieur. Je passe devant elle. Qui est là? Samantha, ce n'est pas le bon moment, je suis les voix jusque dans le salon. Mon père est à genoux, empilant des blocs avec les enfants de ma sœur Martha. Martha est allongée sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Que se passe-t-il? Ma voix semble lointaine. Mon père lève les yeux, une lueur de culpabilité traverse son regard avant qu'il ne se reprenne. Je ne m'attendais pas à ce que tu passes. Martha ne lève pas les yeux. Maman et papa gardent les garçons ce soir. J'ai mal à la tête, j'avais besoin d'une pause. 6 ans de soutien financier défilent dans mon esprit. 6 ans à $800 par mois. 6 ans juste jusqu'à ce que nous soyons stables. 6 ans d'anniversaire manqués parce qu'ils étaient trop occupés. Mon premier salaire à 22 ans, la demande désinvolte de maman pour de l'argent pour les courses. Le dîner de célébration pour ma promotion où ils ont fait des folies en champagne et en homard. Les années où j'ai payé leur assurance automobile alors que Martha ne contribuait à rien. Tout se cristallise dans ce moment écrasant. Roger se déplace à mes côtés. Sa main dans le bas de mon dos me stabilise, je comprends, silencieux. Je le vois aussi. Catherine se tend vers sa grand-mère, ignorant le rejet. Grand-mère, murmure-t-elle. Je la serre plus fort contre moi. Quand je parle, ma voix est plus assurée que je ne l'espérais. Je vois clair maintenant. Je n'ai jamais été votre fille, juste votre portefeuille. Les joues de ma mère rougissent. Samantha, ne sois pas ridicule. Ce n'est pas une question de finances. Non, c'est une question de valeur, et la mienne n'existe que lorsque je couvre vos dépenses. Roger rassemble déjà les affaires de Catherine. Aucune conversation n'est nécessaire. Le trajet de retour se fait sans un mot. Les maisons défilent, chacune cachant sa propre dynamique familiale tacite. Roger cherche ma main sur la console, un réconfort tranquille. Alors que nous nous garons, la douleur persiste, mais dessous, quelque chose de plus fort émerge, la clarté. Roger coupe le moteur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je rencontre son regard,
le choix est déjà ferme. Je sais exactement ce qui doit arriver. La lueur tamisée de mon ordinateur portable éclaire le salon. Le moniteur de Catherine vrombit sur la table, sa respiration lente marquant un rythme régulier. Mes doigts marquent une pause au-dessus du clavier, puis bougent avec certitude. J'ouvre mon tableau de bord bancaire. 6 ans de retraits automatiques me fixent. Tu es sûr? La voix de Roger est basse, calme. Je hoche la tête. Le curseur survole, annuler le paiement. Clic et les charges sont parties. Forfait téléphonique annulé. Assurance auto résiliée. À chaque clic, un poids se lève comme si des chaînes invisibles se brisaient une à une. Je sors le tableur que j'ai compilé au cours des dernières heures, chaque paiement, virement et prêt que j'ai fait pour eux. Le total clignote devant moi, 57 600 $. J'ai dépassé le stade du choc. La vraie surprise est de voir combien de temps j'ai laissé cela continuer. Roger s'installe à côté de moi alors que je rédige un dernier SMS à mes parents et à Martha, à partir de maintenant, gérez vos propres dépenses. Je l'envoie. Puis, un par un, je les bloque. Maman. Papa. J'hésite au nom de Martha, puis j'appuie sur bloquer. L'action semble impitoyable mais nécessaire, comme sceller une blessure. Viens te coucher, murmure Roger. Demain sera une longue journée. À 6h37 du matin, mon téléphone explose. Numéros inconnus, messages vocaux, emails provenant de comptes oubliés. Ils ont déjà trouvé des moyens de contourner le blocage. Je parcours les messages pendant que Roger prépare le café. Un nœud se serre dans mon estomac à chaque message qui arrive. Samantha, le loyer n'est pas passé. Le propriétaire a appelé. Le premier message vocal de ma mère. Son ton est empreint de confusion, à peine caché derrière l'inquiétude. Appelle-moi maintenant, de mon père. Droit au but. Au troisième message vocal, le ton de ma mère se durcit. Samantha, nous pourrions perdre notre maison. Est-ce ce que tu veux? Les SMS passent du choc à la frustration, puis à la colère. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. L'email de mon père, envoyé à 11h42, indique clairement qu'il m'a contacté au moment où il a réalisé que les paiements s'étaient arrêtés. Puis, un SMS d'un numéro inconnu. Je sais que c'est le numéro de secours de Martha, ce n'est pas une question d'argent. Tu es juste amère parce que tu n'étais pas la préférée. Je pose mon téléphone, les mains stables. Ils ont remarqué. Roger pose un café devant moi. Ça va? Je prends une lente inspiration. Je pense que oui. Dans l'après-midi, l'attaque se déplace sur les réseaux sociaux. Roger fronce les sourcils en me tendant son téléphone. Tu dois voir ça. La publication Facebook de ma mère brille sur l'écran, soigneusement rédigée pour susciter la sympathie, dévastée. Ma propre fille, qui a plus qu'il n'en faut, nous a abandonnés quand nous avions le plus besoin d'elle. Aucun avertissement, aucune explication. L'argent change vraiment les gens. S'il vous plaît, gardez notre famille dans vos prières. Les commentaires s'accumulent. Certains enfants oublient d'où ils viennent. Je n'aurais jamais cru que Samantha ferait ça. Tu l'as mieux élevée que ça. La contribution de Martha, elle a toujours été égoïste. Mes mains tremblent alors que je fais défiler l'humiliation publique. C'est pour ça que tu as gardé des dossiers, me rappelle Roger. Ils allaient forcément faire ça. Un signal sonore. Un SMS de Janice, une collègue, et j'ai vu du drame familial en ligne. Tu vas bien? Je suis là si tu veux parler. Puis du docteur Levine, ma thérapeute, j'ai vu la publication de votre mère être partagée. Cela ne fait que prouver que vous avez fait le bon choix. Et Julia, une vieille amie d'enfance, nous avons tous vu comment ils t'ont traité. Reste forte. J'expire et j'ouvre mon ordinateur portable. Roger regarde. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je navigue vers mon stockage en ligne. L'épreuve. Je fais glisser des fichiers dans un dossier, dossiers financiers familiaux, relevés bancaires, messages unilatéraux, photos d'événements dont j'ai été exclu, et un tableur de chaque dollar que je leur ai envoyé. Capture d'écran de chaque refus de garder Catherine. Roger m'étudie. Tu es sûr? Je rencontre son regard. Ils n'ont pas le droit de réécrire le passé. Mes doigts volent, façonnant la réponse qui va tout changer. Je fixe mon téléphone, hésitante. Une publication et tout s'est effondré.
Samantha. La voix de Roger me ramène à la réalité. Il tourne son ordinateur vers moi. La section des commentaires s'est transformée. Regarde, dit-il. L'ami de ta mère, Grace, elle te défend. La moitié de ses amis sont choqués. Je reconnais des noms d'anciens anniversaires et de réunions de famille. Des gens qui soutenaient autrefois mes parents voient enfin la réalité. Même le cercle de Martha s'éloigne. Roger fait défiler. 3 de ses amis se sont désabonnés depuis hier. Reconnaissante pour ton honnêteté. Ton histoire m'a donné le courage d'arrêter de payer l'hypothèque de mon frère. Ta mère s'est vantée de ses vacances au club de lecture tout en se plaignant que tu n'aides pas assez. Incroyable. Ma gorge se serre. Je ne m'attendais pas à cela. Roger me serre l'épaule. Peut-être que cela devait arriver. Mon téléphone vibre. La 14e tentative de ma mère pour me joindre en 1 heure. Je rejette l'appel. Un SMS apparaît, Samantha, retire cette publication immédiatement. La tension de ton père a grimpé en flèche. Veux-tu que ce soit son dernier souvenir de toi? Appelle-moi immédiatement. La culpabilité familière s'éveille, mais je reconnais la manipulation. Les problèmes de santé soudains de papa font toujours surface quand l'heure des comptes approche. Je supprime le message. Ils sont venus à mon travail, dis-je à Roger. La sécurité a dû les escorter dehors. La mâchoire de Roger se crispe. Cela dépasse les bornes. Mégane de la comptabilité a dit que maman sanglotait à propos de ma supposée dépression nerveuse. Je lâche un rire cassant. Martha a appelé depuis différents numéros. Leur propriétaire m'a contacté pour demander si je gérais toujours leur loyer. Roger fait défiler plus loin. Martha raconte à tout le monde que tu traverses une crise mentale. Ton cousin Georges m'a envoyé un SMS. Elle dit que le stress de la maternité t'a fait craquer et que c'est pour ça que tu leur as coupé les ponts. La colère brûle en moi. Elle essaie de détruire ma crédibilité. Il y a plus. La voix de Roger se durcit. Ta tante a appelé. Si tu ne répares pas ça, nous ne sommes plus considérés comme faisant partie de la famille. J'expire. Est-ce censé m'effrayer? Être coupé de gens qui ne me voyaient que comme un distributeur automatique. Un autre appel. Numéro inconnu. Je le passe en silencieux. Au moins, nous savons qui se soucie réellement de nous, dit Roger, en désignant un message de sa mère, nous serions ravis de prendre Catherine ce week-end. Certains grands-parents veulent faire partie de la vie de leur petite fille. Une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des années se répand en moi. Pas tout à fait une guérison, mais quelque chose de proche. Même mes collègues se sont ralliés à moi. Evelyne a empêché Martha de se présenter à mon bureau. Noah a dérouté les appels de mes parents. Mon patron m'a donné une journée pour ma santé mentale, les problèmes familiaux sont plus difficiles que les échéances professionnelles. Prends le temps qu'il te faut. J'ouvre mon application bancaire, m'habituant encore à la vue de mon solde complet sans ces retraits automatiques. Le soulagement est presque vertigineux. Roger rompt le silence. Et pour ce chalet dans les montagnes? Celui avec la cheminée? Je commence par dire, nous ne devrions pas, mais je m'arrête. En fait, réservons-le. Je jette un coup d'œil à la brochure de la garderie, celle avec des cours de musique et une aire de jeux extérieurs que nous avions écartée car trop chère. Peut-être qu'elle est maintenant à notre portée. L'écran de mon téléphone s'allume avec un autre message, cette fois de tante Caroline, ta mère est en miettes. Nous sommes tous inquiets pour ton bien-être. Ce n'est pas ton genre, Samantha. Les affaires de famille devraient rester privées. Il mobilise la famille élargie maintenant, je murmure, en montrant mon téléphone à Roger. Il soupire, pas choqué, juste déçu. Je bloque le numéro de tante Caroline. Cette nuit-là, l'épuisement me pousse au lit, mais pour la première fois depuis des années, je me sens plus légère. Je ne reste pas éveillé à essayer de comprendre comment étirer nos finances pour quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de cauchemar de transactions refusées ou d'appels désespérés. Juste un repos profond et ininterrompu. Au matin, j'ouvre mon application bancaire et je regarde des chiffres qui, pour une fois, ne s'évaporent pas avant le prochain salaire. À quoi penses-tu? Demande Roger, en faisant glisser une tasse de café vers moi. Il y a 3 semaines, cette garderie avec les cours de musique semblait hors de portée. Je montre la brochure sur le comptoir. Maintenant, c'est réellement possible. Roger sourit.
et le chalet dans les montagnes. Je commence instinctivement par dire non, puis je m'arrête. Oui, réservons-le. C'est ce que les gens font, dit doucement Roger. Ils utilisent leur argent pour leur propre famille. Je hoche la tête, m'habituant encore à l'idée. J'ai aussi programmé ma première séance de thérapie. Le docteur Kelly avait un créneau la semaine prochaine. Le lendemain matin, je me réveille avec 14 appels manqués et un message de l'hôpital mentionnant le nom de mon père. Mon estomac se noue jusqu'à ce que je vérifie l'heure, 3h17 du matin. Un appel rapide à l'hôpital confirme ce que je soupçonnais. Richard Taylor a été admis pendant la nuit. J'expire et je pose mon téléphone. J'ai besoin d'un nouveau numéro. Roger hoche la tête, saisissant déjà ses clés. J'ai aussi commencé à regarder des systèmes de sécurité. Tu penses vraiment qu'il... Je n'en ai plus la moindre idée, dit-il. C'est ce qui m'inquiète. 3 jours plus tard, je suis assise face au docteur Kelly. La culpabilité est toujours là, j'admets. Comme si je faisais quelque chose de contre nature en ne m'immolant pas par le feu pour qu'il reste au chaud. Elle hoche la tête. Cette culpabilité a été conditionnée en vous. C'est leur arme la plus puissante. Ma mère s'est encore présentée à mon travail. La sécurité a dû l'empêcher d'entrer. Qu'avez-vous ressenti? De l'embarras d'abord, puis de la fureur. Je me tiens plus droite. Et ensuite de la certitude. Je lui parle de Roger confrontant mon père. De la lettre de mise en demeure, des nouveaux verrous, des caméras de sécurité. Vous fixez des limites, observe le docteur Kelly. Vous ne les excluez pas, vous vous protégez simplement. Ce soir-là, alors que Catherine construit une tour de blocs sur le sol, j'ouvre mon ordinateur. Mon curseur survole mes comptes de réseaux sociaux. En 3 clics, je les désactive tous. Le silence semble sacré. Roger s'assoit à côté de moi, passant un bras autour de mes épaules. Comment te sens-tu? Mieux que bien. Je m'appuie contre lui, regardant la pile de blocs de Catherine vaciller avant de s'écrouler. Elle rit, puis commence immédiatement à reconstruire, cette fois avec une base plus solide. Je souris face à cette leçon tacite. Parfois, les choses doivent s'effondrer avant de pouvoir être reconstruites de la bonne façon. Mon nouveau téléphone est sur la table. Pas de SMS culpabilisant, pas d'appel manipulateur, juste de l'espace pour respirer, pour guérir, pour avancer. Puis une notification d'un numéro inconnu, tu as détruit cette famille. J'espère que tu es fier de toi, espèce d'égoïste, j'appuie sur supprimer. Un nouveau message apparaît d'une autre connaissance de ma mère. C'est le 6e cette semaine. Je l'efface et laisse mon téléphone face contre terre sur le comptoir de la cuisine. Par la fenêtre, Roger pousse Catherine sur la balançoire que nous avons assemblée le week-end dernier, quelque chose de soudainement abordable une fois que j'ai arrêté d'envoyer de l'argent à mes parents. Le bourdonnement du quartier a atteint son paroxysme le mois dernier lorsque mes parents ont organisé un vide-grenier. Leur canapé en cuir italien impeccable, celui que j'ai payé sans le savoir, était exposé avec un prix de $1500. Les sacs à main de luxe de maman. L'équipement de golf de papa. Tout a été vendu. La preuve de l'endroit où allaient réellement mes versements mensuels de $800. Ils cherchent du travail maintenant, a chuchoté Pamela au magasin hier. La partenaire de tennis de maman depuis des années a évité mon regard. Ton père a passé un entretien au magasin de bricolage. Ta mère a postulé dans un centre d'appel. J'ai hoché la tête, gardant un visage calme tout en choisissant des pommes. C'est bien. Ce que je n'ai pas dit? Cela fait 2 mois. Il a fallu 8 semaines pour qu'ils touchent le fond. Ce que je n'ai pas dit? Ils sont dans la cinquantaine, pas âgés. Ils auraient dû avoir un emploi il y a longtemps. Ce que je n'ai pas dit? Martha paie enfin pour ses propres enfants. Je dépose des tomates cerises et des concombres tranchés dans la salade. Mes mains sont stables. Il y a 3 mois, elles auraient tremblé, m'inquiétant de leur prochaine demande. La sonnette retentit. Je regarde par le Judas, Madame Déborah de l'église, tenant un ragoût, les lèvres pincées par le jugement. Samantha, me salue-t-elle, sa voix pleine d'une fausse sympathie. J'ai apporté un repas pour ta famille. Compte tenu de tout. Comprendre, j'ai choisi mon camp et ce n'est pas le vôtre. C'est gentil de votre part, mais nous allons bien, je réponds. Je ne l'invite pas à l'intérieur. En fait, mon patron se joint à nous pour le dîner demain.
J'ai été promu la semaine dernière. Ses sourcils se lèvent. Je n'avais pas prévu de partager cela, mais voir sa surprise en vaut la peine. Une promotion, bafouille-t-elle. Bien sûr, qui donnerait une promotion à la fille égoïste qui a abandonné ses parents en difficulté? Ce qu'elle ne sait pas? Je travaille moins d'heures maintenant. Je ne jongle plus avec leurs urgences financières. Ma performance a grimpé en flèche, les idées fusent librement sans appel paniqué à propos de chèques sans provision ou de factures impayées. Je prends le ragoût. C'est plus facile. Dites merci à votre groupe de prière. Je sais qu'il prie pour que je regrette, pour que je rampe et que je redevienne le distributeur familial. Après son départ, je jette le ragoût directement à la poubelle. Peut-être mesquin, mais libérateur. Plus tard, après que Catherine est couchée, je trouve Roger tenant une vieille photo. Ma remise de diplôme. Moi en toge et mortier, mes parents souriant avant les exigences, avant les paiements. Ça va, demande-t-il, me surprenant en train de fixer la photo. J'ai pleuré à ce sujet tout à l'heure, j'admets, m'asseyant à côté de lui. Pas parce qu'il me manque. La personne que je pensais qu'ils étaient me manque. Roger range doucement la photo dans le tiroir de sa table de chevet plutôt que sur la commode. Un petit geste, mais qui veut tout dire. Nous faisons de la place pour de nouveaux souvenirs. Le week-end suivant, j'ouvre le fonds d'études de Catherine. Ce premier dépôt de 800 $ semble énorme. Désormais, l'argent qui s'évaporait autrefois dans les besoins sans fin de mes parents assurera l'avenir de ma fille. Parfois Catherine demande, est-ce qu'on verra grand-mère aujourd'hui? À chaque fois, cela pique. Pas pour moi, mais pour elle. Elle est trop jeune pour comprendre comment les relations deviennent toxiques. Pas aujourd'hui, mon cœur, dis-je, en la guidant vers des jouets, des livres ou la balançoire. La thérapie me rappelle que ce n'est pas égoïste, c'est de la survie. Ma conseillère hoche la tête quand j'explique comment je fixe des limites avec les femmes de l'église, les vieux amis et les messagers de ma mère envoyés pour me faire culpabiliser. Vous vous retrouvez, dit-elle. Prendre soin des autres vous consumait. Maintenant, vous apprenez qui est Samantha sans porter les problèmes de tout le monde. Samantha, quelqu'un qui dort paisiblement, ne craignant plus les factures. Une maman pleinement présente au moment du bain. Une épouse ayant de l'énergie pour des soirées en amoureux. Une professionnelle enfin valorisée. Étonnamment, j'aime cette version de moi. La semaine dernière au magasin, j'ai vu mon professeur d'anglais du lycée. Elle m'a serré dans ses bras. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-elle chuchoté. Ma sœur a fait la même chose. Partir m'a sauvé. Je ne savais pas que cela portait un nom, l'abus financier. Cette certitude froide que je ressentais n'était pas seulement la mienne. Je n'étais pas le problème, dis-je à Roger plus tard. Je pensais que si j'en faisais plus, cela réparerait tout. Il me serre contre lui. Tu as réparé la seule chose que tu pouvais. En t'en allant. Dehors, le printemps se déploie. Nous plantons un jardin des choses qui poussent, qui restent. Des cadres en bois clair marquent les limites. Une enveloppe est posée sur le comptoir depuis 3 jours. Pas de nom, mais je reconnais l'écriture de ma mère. Depuis 8 mois, notre seul contact a été par l'intermédiaire d'avocats ou de tiers. Tu n'es pas obligé de la lire, dit Roger, en me tendant un café. C'est ton choix. Je passe mon doigt sur le seau. Et si c'était un autre piège? Alors jette-la, dit-il doucement. Tu as appris comment faire. Cette nuit-là, après que Catherine dort, je l'ouvre. 2 pages manuscrites. Pas de reproches, pas de demandes, juste des regrets. J'ai continué à prendre jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Puis j'ai été en colère quand tu as arrêté. Je suis désolé, Samantha. Le lendemain matin, j'appelle ma thérapeute. Les gens peuvent changer, dit-elle. Mais les actes le prouvent, pas les mots, je réponds. Un rendez-vous dans un café. Public. Court. Elle est d'accord. Pas de dispute. Quelque chose change. Pour une fois, elle respecte ma limite. Le café Méridien bourdonne quand j'arrive en avance. Je m'assois dans le coin face à la porte et commande un café noir. Je ne le boirai pas. Ma mère arrive pile à l'heure. Presque méconnaissable. Les cheveux teints et le sac de créateur ont disparu. Elle porte des vêtements simples et pratiques plus vieilles, plus petites. Elle me repère et se fige,
serrant un sac en tissu. Je reste assise, silencieuse. Avec précaution, elle s'approche. Samantha, dit-elle doucement, debout près de la chaise. Assieds-toi, je réponds, d'un ton stable. Elle s'exécute, posant ses mains sur la table, puis les retirant nerveusement. Si différente de la femme confiante que j'ai connue autrefois. Je dois être clair, je commence. C'est une conversation, pas une réconciliation. Mes limites ne sont pas négociables. Si je me sens manipulé, je pars. Je m'attends à de la colère, mais elle hoche seulement la tête. Je comprends. Le serveur arrive. Elle commande un thé nature. Pas de commentaires, pas de plainte. Une fois seul, je reste direct. Tu m'as pris plus de 60 000 $. Tu as favorisé les enfants de Martha, ignoré les miens et tu m'as fait honte quand j'ai arrêté de payer. Des larmes montent dans ses yeux, mais elle admet, oui, je l'ai fait. La simple vérité frappe fort. Après des années de déni, l'entendre à voix haute est choquant. Papa refuse toujours de l'accepter, ajoute-t-elle. Il dit que tu nous devais ça. Martha commence à voir les choses différemment. Je sirote mon café. M'as-tu jamais aimé, ou aimais-tu seulement ce que je te donnais? Elle craque. Je t'aimais, mais je ne savais pas comment. J'ai confondu l'amour avec le fait de se servir de toi. Elle essuie ses yeux. Ce n'est pas une excuse. Le serveur dépose son thé. Le silence s'installe alors qu'elle déballe le sac, les mains tremblantes. Si nous allons de l'avant, dis-je, il y a des conditions. Elle hoche la tête. Plus jamais d'argent, jamais. Roger et Catherine passent en premier. La thérapie est obligatoire. Tu dois tout admettre publiquement. Elle fixe son thé, luttant, mais finit par hocher la tête. Je comprends. Ce sera dur, mais je le ferai. Papa ne le fera pas, j'ajoute. Elle secoue la tête. Il refuse. Il pense que tu reviendras. Et Martha elle essaie. Elle demande de tes nouvelles. Toujours sur la défensive. La famille se divise. Certains affrontent la vérité, d'autres s'accrochent au déni. Ça me va. Si nous continuons, c'est moi qui fixe les règles. Je décide quand tu vois Catherine. J'aimerais beaucoup, quand tu seras prête, dit-elle, une lueur d'espoir dans les yeux. Tu dois le prouver. Des nouvelles régulières, de la thérapie, pas de discussion sur l'argent. Elle hoche la tête, agrippant son mug. Je travaille à l'université communautaire maintenant, assistante administrative. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Pour la première fois, je la vois comme une personne, pas comme une obligation. Pas de l'amour ou du pardon, mais de la paix. Elle me voit enfin aussi pas comme une ressource, mais comme sa fille. C'est fini, dis-je, en regardant ma montre. Nos 30 minutes sont écoulées. Nous nous levons. Elle n'essaie pas de m'embrasser, respectant la limite. Merci de m'avoir rencontré, dit-elle. Je hoche la tête, attrapant mon sac. On verra. En marchant vers ma voiture, je me sens plus légère, pas guérie, mais libre. Je détiens le pouvoir maintenant, non par vengeance, mais par protection et sagesse durement acquise. Certains ponts sont reconstruits, d'autres restent brûlés, connaître la différence, c'est cela la liberté. Je touche le mur de notre nouvelle maison, toujours émerveillé qu'elle soit la nôtre. La lumière du soleil se déverse par les fenêtres faisant face à notre jardin, où un érable est prêt à ombrager la balançoire de Catherine. Où est-ce que ça va, demande Roger, tenant une photo de nous du dernier fête de l'Action de grâce. Catherine sourit, serrant sa girafe. Près des escaliers, dis-je, sentant le poids du cadre. Là où nous la verrons chaque jour. Notre mur de photos raconte notre histoire maintenant. Pas de sourire forcé. Pas de gens qui me voyaient comme un chéquier. Seulement ceux qui nous aiment. Mon téléphone vibre le nom de ma mère, non bloqué mais géré. Même heure samedi? J'ai trouvé un livre que Catherine pourrait aimer, écrit-elle par SMS. 10 heures, ça marche. Roger sera là, je réponds. Les limites restent. Une visite supervisée par semaine. Pas de discussion d'argent. Pas de critique. Elle suit les règles si elle veut voir Catherine. Je consulte mon blog. 3 commentaires sur « Se libérer du rôle de distributeur automatique familial ».
Notre groupe de soutien compte 37 membres, des gens qui réalisent qu'ils ne sont pas seuls. Maman, regarde. Catherine arrive en courant, me montrant un dessin violet. À 3 ans, elle en sait plus sur le respect que moi à 30. La semaine dernière, elle a partagé sa brique de jus de fruits. Quand son amie l'a attrapée, elle a dit fermement « On dit merci quand quelqu'un partage ». Je m'agenouille. C'est magnifique. Est-ce qu'on le met sur le frigo? Oui. Est-ce que je peux le montrer à grand-mère samedi? Quel jour sommes-nous? Mercredi. Alors on attend samedi. Elle hoche la tête. Pas de caprice. Les enfants s'adaptent aux limites, ce sont les adultes qui résistent. Mon père a choisi la distance plutôt que le respect. Certains jours, cela fait mal. D'autres jours, je suis soulagé. Martha appelle parfois, moins en colère maintenant. Le mois dernier, elle a dit « Je n'avais pas réalisé tout ce que tu portais ». Roger m'entoure de ses bras alors que nous regardons Catherine colorier. « La promotion te va bien, dit-il. » Je souris. Directrice marketing senior. Le salaire couvre notre maison et le fonds d'études de Catherine. C'est incroyable ce que je réalise quand j'arrête de subvenir aux besoins d'adultes. Ce soir, je prends la parole au centre communautaire. 20 personnes sont inscrites, de banque familiale à la liberté financière. Mes diapositives montrent mon parcours de l'endettement à l'épargne. La preuve du changement. À quoi penses-tu? Demande Roger. Il sait toujours. Je suis reconnaissante, dis-je, en m'adossant. Pas pour ce qui s'est passé, mais pour ce que j'ai appris. C'est quoi? Je jette un coup d'œil autour de notre maison, où tout a été choisi ensemble. Je me souviens de maman en thérapie la semaine dernière, je suis fier de qui tu es devenu. Aucune exigence n'a suivi. Ma valeur n'a jamais été ce que je donnais, dis-je, en rencontrant les yeux de Roger. C'est ce que je suis.